Premier arbitrage, je prends 70 000 euros. Ça représentait 1 an de mon salaire actuel. Et j'ai été choqué. Tu prends un uppercut. Tu te dis, mais je viens de vendre ça. En plus, tu es en cash flow négatif. Tu prends 70 000. Tu te dis, mais c'est incroyable. Et je me suis dit, il faut que ça change. En fait, je peux pas tout faire. Je peux pas gérer une boîte, gérer une famille, investir massivement en immobilier, pas dormir et avoir une bonne vie. J'avais 34 ans et c'était vraiment difficile à ce moment-là. Sur l'immobilier, en loyer, peut-être 250 000 euros par an, quelque chose comme ça, je te dirais. Sur le marchand de biens, on fait à peu près 1,3 million de CA par an, entre 25 et 30% de marge suivant les années. Sur la bourse, des années, ça a été 100 000 euros, des années 300 000 à peu près. Eh bien, bonjour à tous. Je suis très heureux aujourd'hui de pouvoir recevoir Anthony Poncet. Salut Anthony. Salut Florian. Je suis très heureux de pouvoir recevoir Anthony aujourd'hui pour plusieurs raisons. La première, c'est que ça fait un petit moment que je le suis. Ça fait un moment qu'il produit du contenu et puis son parcours est particulièrement inspirant. On a également la chance de ne pas habiter très loin. Donc, je suis très heureux de pouvoir te recevoir, Anthony. Aujourd'hui, on va pouvoir aborder un certain nombre de sujets. Évidemment, ton parcours. Qu'est-ce qui t'a motivé, évidemment, dans ton ascension ? Et puis, on abordera un certain nombre d'autres sujets autour de l'entrepreneuriat, de l'investissement. Est-ce que tu peux peut-être commencer, Anthony, par te présenter pour les quelques personnes qui ne te connaissent pas, sur le plan perso et puis sur le plan professionnel ? Ouais, déjà, une fois de plus, merci Florian. Ça me fait super plaisir d'être là. On est dans des superbes locaux chez Podspace à Saint-Thé. C'est trop bien. Première fois que je filme dans un vrai studio de podcast comme ça, pour un podcasteur depuis plus de 7 ans maintenant. Donc, tu vois, je commence un peu. Je m'appelle Anthony Poncet, j'ai 44 ans, 45 cette année. Je suis entrepreneur, on va dire, passionné dans plusieurs domaines, notamment l'immobilier, que ce soit l'immobilier classique, j'ai une foncière où je continue d'acheter des lots, les collectionner un peu, marchand de biens, beaucoup. Ça m'occupe, on va dire, la moitié du temps. Et l'autre moitié du temps, c'est podcasteur sur Internet. Donc, je partage sur l'immobilier, sur mon podcast Une vie de liberté, un peu de dev perso aussi. J'ai un podcast vraiment investissement avec les gentlemen investisseurs et puis un podcast un peu plus dev perso qui s'appelle Nouveau Départ. Donc voilà, une vie à moitié ancrée dans le local avec l'immobilier et un peu plus sur Internet de l'autre côté. Pour que les gens comprennent bien aujourd'hui, est-ce que tu vis de ton immobilier ? Comment aujourd'hui tu t'es servi de ça pour avoir ton quotidien ? Est-ce qu'aujourd'hui tu es indépendant ? Oui, aujourd'hui je suis libre financièrement, indépendant financièrement aussi. Moi, j'ai commencé dans les travaux publics. Si tu veux, au départ, je suis ingénieur en génie physique. J'étais passionné de sciences. J'ai adoré mes études d'ingénieur et quand je suis sorti de l'école, je pensais que je ferais décoller des fusées, tu vois. Mais non, je fabriquais de la laine de roche dans une usine. Ça ne me plaisait pas beaucoup. Et j'ai eu l'opportunité de reprendre une entreprise de travaux publics en famille. Mon père était entrepreneur de travaux publics, mon grand-père aussi. Et j'ai fait ça pendant 12 ans. Et ça a été un parcours très, très intéressant. J'ai appris énormément de choses. Je me suis aussi beaucoup fatigué. Et c'était un peu un colosse au pied d'argile, cette entreprise. Beaucoup de travail pour des faibles marges. Je me suis bien payé, hein, mais tu vois, à la fin de l'année, il ne restait pas grand-chose. Et je me disais que tout pouvait basculer sur un client qui ne te paye pas ou un chantier qui se passe mal. Et donc, je me suis passionné d'immobilier dès le début. Et dès 2008, j'ai acheté mes premiers biens. Et donc, j'ai acheté pas mal d'immobilier comme ça, ce qui fait que j'ai lâché ce travail-là en 2018. Et là, j'étais déjà indépendant financièrement grâce aux revenus de l'immobilier. Ok, c'est intéressant. On parle de 2008. Là, pour ceux qui nous écoutent, il y en a beaucoup qui ont découvert la sphère de l'immobilier, de l'investissement entre 2015 et 2020. C'est là où les formations ont explosé. En revenant en arrière, en 2008, comment on devient investisseur en 2008 au moment où il y a très peu de contenu, il y a très peu de personnes qui font ça, encore moins des influenceurs qui vont donner un petit peu les clés pour démarrer. Comment on vient à l'immobilier en 2008 en France ? Ça fait vieux con un peu, hein. Ça fait vieux. Ouais, si tu te rends compte, il y a 18 ans déjà. J'ai fait comme tout le monde, j'ai tapé comment devenir riche sur Google, tu vois. Parce que quand j'ai commencé avec ma boîte de travaux publics, on avait acheté 2,4 millions, on était 5 associés. Donc je me suis dit, bon, ça me fera un petit pécule quand je la revendrai, mais bon, c'était 7 ans après, tu vois, dans ma tête. Je me suis dit, puis ça suffira pas pour devenir riche, il faut que je fasse autre chose. Et j'avais acheté le livre d'Olivier Seban qui s'appelait « Tout le monde mérite d'être riche » à l'époque, première édition. Et il parlait de l'entrepreneuriat. Je me dis, bon, je le fais un peu déjà. C'était pas le même entrepreneuriat que maintenant, mais voilà, j'étais quand même entrepreneur. Et il parlait surtout de l'immobilier. La bourse, à l'époque, il en parlait, mais
j'ai commencé tout doucement, mais surtout l'immobilier. Et j'ai acheté un premier immeuble de rapport en 2008, où je connaissais vraiment rien. J'y suis allé vraiment, et j'avais encore du lait qui me sortait du nez, tu vois. Le gars qui me l'a vendu revenait de loin, enfin m'a vu arriver de loin, pardon, et ça y aura même toute une histoire à raconter à ce sujet. Et j'ai acheté un immeuble à Saint-Étienne, donc à quelques kilomètres d'ici, de 9 appartements, et j'ai fait à peu près toutes les erreurs que tu peux faire en immobilier. Ça a été comment dire, mon apprentissage à la dure. J'avais 2 associés qui ont plus fait d'immobilier après ça, tellement ça les a dégoûtés. Et moi, je me suis dit, en fait, voilà, maintenant que je suis formé, c'est maintenant qu'il faut y aller. Sinon, j'aurais fait tout ça pour rien, quelque part, quoi. Ok, intéressant, la leçon tirée des erreurs dans l'entrepreneuriat, dans l'investissement. Est-ce que tu peux nous donner quelques exemples d'erreurs que tu as fait sur ce premier immeuble? Et attention, on en a tous fait et on en fait tous au quotidien. Et il n'y a que ceux qui ne font rien, qui ne font pas d'erreurs. Mais justement, si tu en as fait plusieurs, c'est peut-être ça qui t'a permis aussi d'accélérer derrière. Ah oui, non, j'ai tout dans mon Pokédex des erreurs. Là, je les ai toutes là. En fait, si tu veux, il y avait 9 appartements. Okay. J'en ai visité 2 vraiment de fond en comble. Et on m'en a montré 5 en m'entr'ouvrant la porte. Ok, parce qu'il y avait les locataires dedans. Et voilà, parce que voilà, c'est compliqué les visites parfois d'immeubles. C'est compliqué, mais j'ai vraiment fait confiance parce que c'était à l'époque mon ancien notaire qui m'avait rencardé, en qui j'avais vraiment confiance. Mais lui, bon, il n'était pas pour grand-chose. Il faisait surtout confiance à son client, qui était un peu un notable de ma ville, tu vois. Donc, je me suis dit, je suis content que ces gens-là me mettent le pied à l'étrier. Il n'y a aucun scénario où ils sont en train de me niquer, tu vois. Et pourtant, j'ai vu les 2 apparts qui avaient été rénovés, qui étaient dans leur jus moins. Déjà, aujourd'hui, dans mon parc, j'ai pas un seul bien comme ça, tu vois. J'aurais pas dû acheter ça, en tout cas pas à ce prix-là. Et surtout, il y avait 2 appartements que j'avais pas du tout visités et qui étaient insalubres. C'est-à-dire un matelas par terre avec un chien qui dormait aussi avec son maître, des canettes de 8-6 éclatées, tu vois. On était vraiment sur ce niveau-là. Tout payé par la CAF. Et quand vraiment je me suis rendu compte, quand le premier locataire est parti et que j'ai vu que j'avais visité ça, que j'avais acheté ça, j'étais propriétaire de ça, je suis allé vomir dans les toilettes du locataire, tu vois. Et je me suis remonté les manches et j'ai retapé des appartes le week-end. J'ai fait comme j'ai pu pour faire face. À l'époque, je n'avais pas les mêmes moyens qu'aujourd'hui. Mais j'ai réussi à vraiment le remettre d'aplomb avec le temps, à pérenniser les locataires. Le quartier était vraiment pas ouf où j'ai acheté. Et donc, si tu veux, en tout, j'ai vraiment eu trafic de drogue dans cet immeuble, prostitution, impayé, squat, violence conjugale, appartement ruiné par un locataire alors qu'on venait de le refaire. J'ai eu les caves qui sont remplies d'eau parce qu'une cana a éclaté. Enfin, j'ai vraiment eu tout ce que tu peux imaginer, quoi. Mais j'ai appris. Ouais, ok. Tu as appris et du coup, ça te permet aussi derrière de faire d'autres choses. Et de ne pas reproduire les premières opérations, puisque tu sais ce que tu veux pas. Tout à fait. Un petit peu comme dans la vie, avec les rencontres qu'on peut faire quand on est ado, etc. Bien sûr. Ouais, c'est exactement ça. Ok, ça marche, intéressant. Et alors, du coup, donc c'était ta première opération. Suite à ça, donc, et à ce moment-là, tu étais encore dans ton entreprise ou j'avais toujours mon entreprise. Donc c'était en parallèle en vérité. C'était en parallèle. Okay. J'ai fait ça en parallèle. Ce qui est d'ailleurs une bonne chose pour ceux qui nous écoutent. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui se disent est-ce qu'il faut que je quitte mon emploi, mon activité, peu importe, pour investir. La meilleure solution souvent, c'est de conserver, évidemment de se servir de ses revenus si on a des revenus stables. Ça enlève du stress aussi. Et puis de faire une bascule peut-être progressive. De ne pas quitter tout du jour au lendemain. Je dis ça parce qu'il y en a qui ont cette envie parfois. Non, alors moi, puis tu vois, j'avais acheté l'entreprise, donc j'avais un gros crédit sur la tête pour payer cette boîte. Donc, j'avais pas bien le choix, en tout cas, je me laissais pas bien le choix pour les 7-8 ans à venir que de rembourser mon crédit sur cette société et la payer. Et tout s'est pas passé comme prévu. On l'a acheté juste avant la crise des subprimes. J'ai mis 11 ans, finalement, pour payer ma boîte. Donc, par contre, je gagnais relativement bien ma vie. Je gagnais à peu près 6 000 € par mois, tu vois. Donc, j'ai toujours vécu très largement en dessous de mes moyens. Ça fait que depuis 3-4 ans que vraiment je m'autorise à vivre avec mon niveau actuel de revenus. Donc, je vivais à peu près avec 1800 balles et j'investissais tout le reste. Et comme j'avais été un peu vacciné de l'immobilier ancien, j'ai beaucoup fait construire après. Des maisons, des petits immeubles et surtout, j'avais des gros cash flows négatifs. Au summum de ma carrière, j'avais un cash flow négatif de 2500 € par mois que je comblais avec mes revenus. Donc, il y avait une part de mes revenus qui partait là-dedans. J'ai découvert la bourse aussi assez rapidement, toujours grâce à Olivier Seban, le temps que je comprenne bien comment ça marche.
Donc, j'investissais aussi en bourse tous les mois depuis 2009 et je vivais avec 1008. Voilà. Ouais, je comprends. Et c'est intéressant, tu dis souvent on a tendance sur les projets qui suivent à parfois prendre le contre-pied de ce qu'on a fait, parfois quand on a envie de gommer un peu les défauts qu'on a vécus. Moi, je l'ai vécu aussi parce que j'ai fait aussi beaucoup d'anciens. On a ce point commun aussi d'avoir investi dans une zone identique. Ouais. Et voilà, typiquement, j'ai voulu faire la même chose. Je suis allé acheter du neuf, non pas en France, à l'étranger, à Dubaï, donc en achetant cash, donc l'opposé de la France, justement Ok. pour avoir un projet intellectuellement très stimulant puisque très différent de. Donc c'est vrai que. T'as revendu depuis? Non, j'ai pas revendu. Tu stresses pas trop? Je stresse pas trop. Bon, Ça ok. va. L'investissement, c'est comme du ça. moyen long terme, c'est Ouais, la ouais. gestion d'émotions, Tout à fait. c'est la prise de recul. Il y a que ceux qui font rien, qui ne sont pas Il y a une face. part de prise de risque, bien hein, de toute sûr, façon, bien sûr. dans tout. Hein. Bien sûr. Ça, c'est évident. Ok. Et alors, à quel moment, du coup, donc tu avais ton entreprise, ce crédit, il y a eu une bascule à un moment donné. Ouais. Si tu veux, quand j'ai acheté cette entreprise en famille, donc je l'ai acheté avec mon père, ma tante, mes deux oncles, et c'est moi qui faisais tourner la boutique. On avait une boutique qui était à côté de Saint-Étienne dans la Loire, et là on avait acheté à côté de Lyon. Moi, j'ai continué d'habiter à côté de Saint-Étienne, donc je me tapais la route tous les jours, tous les matins, tous les soirs. C'est le travail public, il faut être le premier arrivé quand tu es le patron et le dernier parti. Donc moi, j'arrivais au bureau à 6h15, donc je partais de la maison à 5h30. Et le soir, je fermais les bureaux à 18h30, parfois 19h, et je rentrais à la maison, des fois à 20h passées avec les bouchons. Et ce mode de vie-là, c'était il y a des années, tu vois, je n'étais pas la même personne qu'aujourd'hui. Je passais beaucoup de temps au travail, et ça a eu raison de ma santé dans un premier temps. J'ai eu des hernies cervicales qui m'ont vraiment fatigué, et surtout de mon couple, où, pour plein d'autres raisons aussi, je me suis séparé en 2015. Et c'est à ce moment-là que... alors, j'avais déjà fait un premier burn-out, une première alerte en 2012 avec la fatigue. Mais j'avais réussi à m'en relever quand même. Puis, je ne me laissais pas le choix avec la dette qu'on avait à rembourser. Et en 2015, je voyais arriver la fin du crédit. Et j'ai vraiment décompensé. Et là, j'ai eu 4 mois qui ont été assez difficiles. Et je me suis dit, il faut que ça change. En fait, je ne peux pas tout faire. Je ne peux pas gérer une boîte, gérer une famille, investir massivement en immobilier, ne pas dormir et avoir une bonne vie. J'avais 34 ans et c'était vraiment difficile à ce moment-là. Ok. Et alors, comment tu as fait justement cette accélération à ce moment-là? Parce qu'un burn-out, c'est une maladie, c'est quelque chose de très difficile. Comment tu as fait pour finalement t'en servir pour aller sur une accélération dans la partie IMO Alors en fait, si tu veux, moi, j'ai jamais eu de coup d'éclat dans ma carrière d'investisseur. Je compare vraiment à un marathon. J'ai toujours fait un petit peu. Toi, un de mes dictons préférés, c'était à chaque jour suffit sa peine. Mais par contre, toujours faire quelque chose, tu vois. Et j'avais cette phrase de Warren Buffett qui disait, si aujourd'hui tu peux t'asseoir à l'ombre d'un arbre, c'est que quelqu'un a planté une graine il y a des années. Et je me disais, si un jour tu veux être libre, mais je voyais ça à la retraite, je voyais ça dans longtemps, tu vois. Et en même temps, je disais toujours à mes parents que je prendrais ma retraite à 40 ans, tu vois. Évidemment, j'aurais pu la reprendre à 37. Mais j'ai toujours planté des graines. Chaque année, il fallait que je m'endette, que je fasse un projet immobilier. Vraiment, j'avais ça. Mais je me disais, ce sera pour plus tard quand ce sera payé. Et vraiment là, quand je tape ce deuxième burn-out sévère, bon déjà, je me sépare et vraiment, j'ai l'impression que tout ce que je voulais, ma vie tombe en morceaux, tu vois. Je me dis, j'avais prévu un plan et il se passe le contraire. Donc, première étape, ça a été de prendre soin de ma santé. J'ai fait beaucoup de kiné. J'ai eu un kiné à Lyon qui m'a vraiment sauvé la vie. Donc, une fois que la santé allait mieux, ça a été ma famille. Donc, avoir bien ma garde alternée. Je m'entendais bien avec mon ex, mais matériellement, quand tu fais autant d'heures, tu ne peux pas avoir tes enfants. Donc, j'ai aménagé ma vie. J'ai arrêté de travailler le mercredi. J'ai mon associé qui a pris mon rôle le mercredi. Donc, je travaillais lundi, mardi, jeudi, vendredi pour avoir vraiment mes enfants tout le mercredi et aménager mes horaires. Ma mère m'a beaucoup aidé pour avoir mes enfants une semaine sur deux, parce que ça, c'était important pour moi. Et une fois que j'avais mis ces deux choses en place, je me suis dit, OK, comment je me sors de ce bourbier le plus vite possible. Et c'est à ce moment-là où je tombe sur les chaînes de dépendance financière, tu vois, au départ Cédric Anissette, Yann Darwin. Je rends hommage un peu à ces gars parce que c'est eux qui m'ont aussi montré ce chemin. Et en fait, je me suis rendu compte que moi, j'avais pris des crédits entre 9 et 15 ans. Et j'avais déjà beaucoup remboursé. Et j'avais des crédits à 3%, tu vois, entre 3 et 3,5%. Et là, on est en 2016.
à l'époque, on a des crédits à 1%, et je retourne voir mes banques et je renégocie mes taux à 1% en remettant les crédits qui me restaient entre 5 et 9 ans sur 15 ans, 20 ans. Et là, je passe de moins 2500 euros de cash flow négatif à plus de 2000 euros de cash flow positif, plus la bourse, où j'avais déjà fait un peu d'arbitrage de patrimoine et j'avais déjà des revenus de la bourse. Je me suis retrouvé d'y être de ma poche tous les mois à faire 4000 euros de positif en plus de mon salaire. Et là, je me suis dit, OK, c'est bon, c'est juste une question de temps. Voilà, ouais, tu as ressenti une forme de déclic. Quand tu t'en rends compte concrètement et que c'est matériel, que c'est sur les comptes, on voit que c'est positif. Effectivement, on se dit, on n'a plus qu'à dupliquer, refaire. C'est ça. Puis tu vois, j'ai vraiment toujours vu ça, moi, en termes de création de capital. À l'époque, moi, j'ai commencé dans une époque où on ne parlait pas de cash flow positif. Tu vois, pour moi, c'était une utopie. Je regardais surtout les prix au mètre carré. Je me disais, OK, je fais construire pour 1000 balles du mètre carré. Déjà, ça vaut 1200, 1300. Donc, je sais que je gagne déjà de l'argent. Et quand j'ai arbitré des biens que j'ai fait construire pour 1000 euros, je les ai arbitrés il y a quelques temps pour 2500 euros du mètre carré. En fait, là, j'ai vraiment rentré du capital, du cash. Et avec ça, tu peux soit le dupliquer en le mettant en apport pour du marchand, soit le remettre dans la bourse pour continuer de faire de l'effet boule de neige, soit en apport pour d'autres projets IMO. Et c'est ça qui fait qu'à partir de 2016, j'ai vraiment pu, et puis que j'y ai pu y consacrer tout mon temps à partir de 2018, avoir l'effet exponentiel, quoi. Ok. Aujourd'hui, si on fait un état actuel de ta situation, ton quotidien, ça ressemble à quoi tes journées entre tes différentes activités sur le volet vraiment immobilier? Après, on élargira aux autres classes d'actifs. Alors, aujourd'hui, j'ai 33 lots dans ma foncière en tout. Et je fais aucune gestion locative. J'ai un seul lot qui est en Airbnb, pour le coup, qui tourne en LCD, qui est en conciergerie, que j'ai passé en conciergerie avec un copain qu'on a, d'ailleurs, qui est un ancien coaché qu'on a formé et qui cartonne bien. Donc, je lui ai donné ce lot en LCD. Et après, tout le reste de mon parc qui tourne en nu et en meublé. Et pareil, j'ai choisi de le confier. J'ai 2 agences IMO avec qui je bosse et qui aussi me donnent la contrepartie en marchand de biens. Je suis le premier qu'elles appellent quand y a des immeubles où les propriétaires veulent s'en séparer, qu'ils ont en gestion où ils veulent s'en séparer. Donc, je trouve bien cet équilibre-là. Donc, sur la partie gestion, j'en ai pas beaucoup. Donc, aujourd'hui, mon quotidien en IMO, c'est regarder Moteur IMO tous les matins quand je me réveille. Là, tu vois, j'ai mes filtres qui arrivent. Faire un peu mon pré-tri, appeler pour aller visiter. Tu vois, donc j'arrive au bureau à 8h30 du matin. Mon associé arrive à peu près en même temps. On débriefe les annonces. On part en visite, souvent. On étudie, on va manger ensemble le midi. En début d'après-midi, on étudie ce qu'on a vu le matin et on se quitte assez tôt, vers 15h, pour après profiter de nos après-midi. Ça me prend vraiment la demi-journée et pas tous les jours, tu vois, aujourd'hui. Ok, ça marche. Comment tu vois les choses entre le locatif et le marchand aujourd'hui? Je dirais, où est-ce que ton cœur balance dans ton quotidien? Moi, c'est vraiment quelque chose que j'oppose pas, tu vois. On a vu beaucoup de gens qui font, tu vois, du marketing, vente de formation en ligne sur l'immobilier, avoir un discours pendant des années sur le cash flow, et acheter des immeubles de rapport. Et puis aujourd'hui, on est sur la mode du marchand, là. Donc tout le monde a viré sur le marchand de biens et te dit, tu veux pas attendre 20 ans pour être riche. Avec l'immobilier, le marchand de biens, tu peux faire 50 000 euros par an sur ta première opération. Pour moi, j'ai toujours les deux. Et chaque fois que je visite, j'ai mes 2 casquettes. J'ai la casquette de la foncière et la casquette du marchand. Après, je suis le bon feignant en marchand de biens. J'aime bien les immeubles de rapport à mettre en copro. Donc, dès que je visite un immeuble qui est vide, où je vais juste avoir EDD, règlement de copro, peut-être 1 ou 2 créations de lots, des fois juste résoudre quelques problèmes, si c'est une façade, une toiture, là-dessus, je le fais en marchand. Et aussi, si je ne me vois pas garder le secteur. Et puis, je ne sais pas si j'arrive en deuxième partie de carrière, mais j'ai de plus en plus envie d'avoir du local commercial dans ma foncière. Donc, il y a pas mal de lots desquels je me sépare en locatif classique particulier pour garder que les lots de la foncière. Donc, si je vois que l'emplacement est premium et que je vais vouloir garder le lot, souvent, je le fais en marchand et je me revends le local commercial, par exemple, et je revends les appartements. Ou alors, des fois, quand c'est tout loué, que j'ai une renta qui me permet l'autofinancement, j'ai du 8,5%, 9%, et que je sais que j'achète au bon prix au mètre carré, des fois, je vais le faire rentrer dans la foncière
en sachant que c'est un bien que je vais garder qu'à moyen terme. Au bout de 7 ans et que les locataires seront partis, je vais revendre. Et là, je vais revendre au prix au mètre carré et je vais encaisser la différence. Donc pour moi, c'est vraiment complémentaire. Je te dirais que je ne sais pas si j'ai vraiment une préférence parce qu'à chaque fois que je sors de chez le notaire où je me suis endetté de 300 000 euros, mais que je sais que ce que j'ai acheté, ça en vaut 450, je suis content. Et quand je fais un... Là, on vient de rentrer une très belle maison bourgeoise, pas très loin d'ici, où je vais découper un terrain et la maison. C'est magnifique de se dire que j'aurais été pendant quelques temps, des fois une journée, mais propriétaire d'un bien d'exception comme ça. Quand on aime l'immobilier, ce côté architectural m'éclate aussi. Et une maison comme ça, il n'y a aucun scénario où je l'achète pour la garder dans la foncière. Donc, j'aime les deux. Ok. Voilà. J'aime les deux. Au niveau situation géographique, est-ce que tu es plutôt de l'école d'investir à proximité? Est-ce que tu investis plutôt dans la région ou est-ce que investir loin, c'est quelque chose qui te parle aussi? Est-ce qu'il y a assez d'opportunités autour de chez soi pour quelqu'un qui nous écoute? Est-ce que ça dépend des régions? Quelqu'un qui pourrait débuter, par exemple? Ouais. Moi, je te dirais que je dis toujours que ma plus grande richesse, c'est mon temps. Et j'y attache vraiment, vraiment beaucoup d'importance. Et tout mon parc immobilier est à moins de 25 minutes de la maison et du bureau. Tu vois. Mon bureau est à 5 minutes de la maison et les invests est tout dans un rayon de 25 minutes maxi en voiture. Sauf, j'ai ma résidence secondaire qui est à 400 km. Mais tu vois, c'est peut-être l'investissement quand il y a un souci qui me prend le plus la tête. Parce que là, j'ai eu un dégât des eaux. C'est une journée entière. Parce que je dois être présent à l'expertise. Donc, c'est 4 heures de route le matin, être là-bas, 4 heures de route le soir, si ça se colle dans les impératifs. Et aujourd'hui, pour moi, là, j'ai vraiment l'impression de brûler mon temps et de le foutre en l'air. Donc, je délègue énormément. Je fais vraiment que là où j'ai de la valeur ajoutée. Mais, tu vois, aujourd'hui, j'ai beaucoup d'opportunités avec ce qu'on fait avec les réseaux. J'ai des gens, des fois, qui m'appellent, qui me disent « Ah, j'ai un truc à faire, c'est à 3 heures de chez toi, c'est ultra rentable, viens voir. » Mais juste venir voir, c'est déjà... une journée presque. Ouais. Donc, je préfère faire autour de chez moi et développer la relation. Tu vois, il y a un vrai ancrage local. Et je sais que alors, je suis un peu un chauvin de mon coin aussi, mais j'ai beaucoup de plaisir à le matin être au marché et avec mes enfants et à dire, tu vois, cet immeuble-là. T'es bien dans ton environnement. Ouais, vraiment. Et t'es à l'aise professionnellement, sur le plan perso. Ouais. T'évolues dans un environnement où t'es bien et où t'as envie, du coup, de participer. De contribuer, de participer. Et surtout, c'est ce qui me permet d'avoir le plus de temps, en fait. Je sais que quand j'ai une visite, je peux y être 20 minutes après. S'il y a un souci, je peux passer plus souvent sur mes chantiers, faire plus de suivi. Et à la fois, privilégier aussi mon temps libre. C'est quelque chose que j'ai choisi comme ça. Je ne dis pas que c'est la meilleure solution, puisque j'ai plein de coachés qui ont investi à des kilomètres de chez eux et ça se passe très bien. Ils arrivent à déléguer, ils ont des équipes. Il y a aussi le cas, par exemple, il peut y avoir aussi des clients qui habitent par exemple à Paris intramuros. Parfois, ça peut être compliqué. Le budget colle pas, la rentabilité n'est pas forcément présente. Donc, on a aussi la chance, et certains autres aussi, d'être dans des régions où il y a des opportunités aussi. Je te rejoins complètement. C'est peut-être l'occasion qui a fait le larron, mais en tout cas, c'est comme ça que j'ai trouvé mon équilibre. Et j'apprécie beaucoup aujourd'hui d'investir près de la maison. Ok, super. On a parlé IMO. Tu as la particularité du coup d'être allé sur d'autres classes d'actifs et d'en parler aussi. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu ta philosophie entre justement l'IMO d'un côté et les autres classes d'actifs sur lesquelles tu t'es positionné, comme la bourse par exemple, mais d'autres. Comment tu vois les choses par rapport à tout ça? Je me dis qu'aujourd'hui, on a la chance d'avoir, tu vois, des téléphones dans la poche avec lesquels, en 5 minutes, tu peux acheter des actions de toutes les sociétés du monde, de la crypto aussi, si ça te plaît, en quelques clics. Et d'ailleurs, on le voit bien, en France, il y a à peine 6% de la population qui possède des actions et plus de 10% qui possèdent de la crypto. Donc, on voit que les jeunes ont déjà bien compris qu'avec leur téléphone, ils pouvaient investir. Et en France, on est dans un pays hyper taxé, peut-être le plus taxé au monde. On est deux à se tirer la bourre, avec le Danemark, je crois. T'as pas 50 solutions pour vraiment faire la différence et t'extraire de ça, parce que quand tu as vraiment fait du capital, finalement, c'est pas là où tu es le plus taxé en France. Tu as des solutions pour t'en sortir un peu, mais c'est au moment où tu le crées où c'est le plus difficile. Donc, si tu décides de rester ici et de rester en France et de le créer là,
Tu as le levier bancaire qui permet de t'endetter sur le long terme. C'est fastidieux, mais c'est une vraie création de valeur, une vraie création de capital en quelques années. Donc celui-là, c'est celui que je préconise, mais il te demande du temps, de la compétence, de l'apport. C'est quand même pas facile. À côté, pour moi, la bourse et la crypto, c'est là où ça doit être facile et où ça doit te prendre 5 minutes par mois. Donc, tu vois, moi, je suis partisan de l'investissement sur des ETF. C'est des fonds d'investissement gérés par des robots qui reproduisent des indices boursiers. Et avec un seul ticket en 5 minutes par mois, tu peux investir sur les 500 plus grandes entreprises américaines, sur les 1500 plus grandes entreprises du monde. Et avec le temps, et ce que nous a montré la bourse sur le long terme, tu as un véritable effet exponentiel. Donc pour moi, je me dis, là où je suis bon, c'est faire des sous avec de l'immobilier, faire avec des immeubles, et le faire aussi sur Internet avec des podcasts, en apprenant aux gens comment le faire. Donc, et ça me plaît, et j'adore ça. Donc il faut que je mette 90% de mon temps là-dessus, et les 10% restants, alors c'est même pas 10% parce que c'est 5 minutes par mois. Pour moi, c'est là où c'est dur de faire les sous parce que tu y passes ton temps, ton énergie, ton argent. Mais une fois que tu les as faits, il faut pas que ça te prenne la tête, il faut que ce soit facile. Donc pour moi, c'est un compte bourse, un achat d'ETF, un achat crypto sur Bitcoin. Et donc tu arrives à équilibrer ton patrimoine comme ça. Et tu as une vraie phase de création de capital avec ton temps et ton énergie. Et tu peux en basculer une partie après sur ces classes d'actifs-là, où là, quand tu commences avec des sommes qui sont conséquentes, sur le long terme, tu peux avoir un vrai effet exponentiel. Alors justement, là, on en vient au sujet de la diversification et de la temporalité de la diversification. Ouais. Est-ce que, de ton point de vue, de ton expérience, c'est une question qui revient souvent, ça a plus du sens de se mettre vraiment all-in et se concentrer, par exemple, sur l'immobilier dans un premier temps ou d'autres activités entrepreneuriales, générer un gros capital, puis basculer avec cet effet de levier sur de la bourse pour faire vraiment un levier et que ça fasse des petits, ou est-ce que tu es plutôt de l'école de dire il faut quand même commencer au début, même si le levier est quand même moins important? Alors, c'est un sujet que j'ai traité en long, en large et en travers. Tu vois, j'ai même une formation sur la bourse où j'y ai passé beaucoup de temps pour répondre à toutes ces questions que les gens avaient. Pour moi, il faut que tu commences la bourse le plus tôt possible. Mais je vais t'expliquer pourquoi. Au moins ouvrir ton PEA, prendre date, en tout cas si tu as choisi de rester en France, puisque c'est là où la fiscalité est quand même la plus intéressante. Et même si tu peux mettre que 50 balles par mois, au moins le faire tous les mois pour que tu comprennes comment ça marche, comment ça fonctionne, et que tu vois aussi émotionnellement comment tu réagis, parce que c'est volatile la bourse, la façon dont ça bouge. Mais si tu te dis je vais mettre 100 euros par mois ou même 500 euros par mois, ce qui commence à être beaucoup par rapport à un salaire, tu vois, bah oui, effectivement, avec les intérêts composés, 500 euros par mois tous les mois, dans 30 ans, ça fait 1 million d'euros. Mais est-ce qu'on a vraiment envie, quand on attaque à 30 ans, de se dire j'aurai 1 million d'euros à 60 ans? C'est tout le sujet, parce qu'en fait, les gens... La vie, elle passe. Voilà, les gens aujourd'hui qui nous regardent, parfois, ils ont entre 20 et 30 ans, 35 ans, 40 ans parfois, en tout cas dans ma communauté. Parfois, ils ont envie de générer un revenu rapidement, etc. Comment... C'est pas le bon levier. Et voilà, c'est ça le sujet, c'est quelle temporalité. En fait, ce levier-là, tu dois le pratiquer pour moi, pour voir comment tu réagis et pour prendre confiance. Je suis d'accord. Mais à côté, tu dois faire, je tape dans le micro, tu dois faire de l'immobilier pour dégager du capital. Et quand tu vas faire tes premiers arbitrages, moi, mon premier arbitrage, je prends 70 000 euros. Ça représentait 1 an de mon salaire actuel. Enfin, mon salaire de l'époque, quand j'étais dans les travaux publics. Et j'ai été choqué. Tu prends un uppercut. Tu dis, mais je viens de vendre ça. En plus, tu es en cash flow négatif. Tu prends 70 000. Tu te dis, mais c'est incroyable. Et là, quand tu as confiance dans la bourse et que d'un coup, tu injectes 70 000 euros, là, quand tu mettais 500 euros par mois, en fait, sur la courbe, tu fais un bond de 10 ans. Donc, sur les 30 ans qui te séparent du million, en fait, c'est plus que 20 ans. Donc, une fois que tu as compris ça, tu dois entretenir ton DCA pour comprendre comment ça marche, prendre confiance dedans. Mais par contre, faire de l'immobilier à côté pour faire des arbitrages et encaisser du capital et venir l'injecter là-dedans pour gagner du temps. Je le dis toujours, hein, tu mets 1 000 euros en bourse, même à 10%, à la fin de l'année, ça fait 100 balles, ça paye un resto. Tu as 10 000 euros à la fin de l'année, ça fait 1 000 balles, c'est presque un mois de SMIC, ça améliore un peu la vie. Quand tu as 100 000, c'est 10 000 euros par an. Là, ça commence à causer, ça peut faire une vraie différence. Et quand tu as 1 million, à 10%, c'est 100 000 euros par an. Là, tu fais plus que n'importe quel cadre sup d'entreprise et sans travailler. Donc,
va dépendre de la somme et le but, c'est d'arriver le plus vite à des gros capitaux. Mais si tu attends les intérêts composés, tu t'attends vraiment longtemps. D'accord. Merci pour ce point, c'est intéressant. Aujourd'hui, donc, tu as un certain nombre d'activités, tu investis dans plusieurs actifs. Bon, on est en France, évidemment, en France, c'est compliqué de parler d'argent, c'est compliqué de valoriser la réussite. Ce que les gens ne voient pas, c'est toi, les risques que tu as pris, Oui. le temps que tu y passes, les années et les années de prise d'initiative, les erreurs que tu as faites comme tout le monde et qui t'ont appris aussi des leçons. Aujourd'hui, tu as une réussite qui est importante. Tu peux en être fier. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu réussis à générer globalement grâce à tes activités IMO et avec tes placements à côté aujourd'hui? Alors, c'est toujours, tu sais, quand je dis la réussite, je souris toujours parce que, tu sais, le deuxième homme le plus riche du monde, il est, je ne sais plus combien, 10 fois moins riche qu'Elon Musk, tu sais, ou un truc comme ça. Donc, c'est toujours, on est toujours le riche d'un autre et le pauvre d'un autre. Mais sur l'immobilier, en loyer, je ne sais même pas, peut-être un peu plus, peut-être 250 000 euros par an, quelque chose comme ça, je te dirais, en loyer. Sur le marchand de biens, on fait à peu près 1,3 million de CA par an. Voilà, sauf en 2024 où on s'est troué, mais je pense comme beaucoup, on passe un peu à côté. Mais voilà, avec à peu près entre 25 et 30% de marge suivant les années, on va dire. Sur la bourse, ça fluctue, donc c'est compliqué. C'est compliqué de le dire. Ça dépend des années. Des années, ça a été 100 000 euros, des années 300 000 à peu près. Et après, sur mes activités Internet, là, c'est en termes de chiffre d'affaires, mais on fait à peu près 40 000 euros par mois, un truc comme ça. Voilà. Okay. Sur toutes les activités, je veux dire, toutes mes sociétés, tout ce que je fais sur Internet. Okay. Voilà. Je vais poser une question volontairement challengeante, peut-être une question de hater, mais Anthony, si tu génères autant d'argent, pourquoi tu continues de travailler? Mais je vais faire sinon. J'adore ça. Non, après, c'est des vraies questions qu'il y en a plein qui c'est une question qui Mm. résonne pour certains, vraiment, qu'on peut voir parfois. Et je pense qu'il y a une partie des personnes qui se posent cette question, qui se la posent vraiment, Ouais. qui, dans leur quotidien, etc., se disent, mais moi, si jamais je générais, alors sans parler plusieurs dizaines de milliers d'euros, mais plus que 5-6 000 euros par mois, mais je ne travaillerai plus jamais, je serai toujours en vacances. Et alors, qu'est-ce que tu répondrais à ces gens qui te poseraient cette question? Pourquoi travailles-tu encore, Anthony? Mais alors déjà, tu vois, tous les chiffres, là, quand je te fais l'inventaire à l'après-vert, ils doivent tomber à la renverse, tu vois, peut-être. Mais déjà, 250 000 euros de loyer, j'ai encore des crédits en face sur la foncière. Donc, je ne me mets pas 250 000 euros dans la poche. J'aimerais bien. Et c'est le but à la fin. Non, parce qu'il ne faut pas faire le modeste, dire oui, c'est du CA, tu sais, oui, à la non, fin, il ne reste rien. Voilà. Faut doser dans les deux sens, quoi. Je suis pauvre et que je gagne rien. Mais c'est sûr que oui, on est en France et bon, voilà, forcément, les loyers, pour l'instant, payent du crédit et donc remboursent des crédits et créent du capital. Donc, je suis toujours quand même, pour moi, je suis toujours en phase de construction, hein, parce que c'est ça qui est chouette, c'est de construire quelque chose. Je pense que l'être humain, on a besoin d'être toujours en progression, tu vois. Et me dire aujourd'hui, j'arrête tout, donc j'arrête d'investir en IMO, j'attends que ça se rembourse, je fais un peu d'arbitrage, mais je réinvestis pas, je prends le cash. Bon, acheter des ETF, c'est cool, mais il y a quand même des années où ça peut se casser la figure. Tu vois, quand on a pris la crise des tarifs douaniers, qu'on fait un moins 25%, te dire qu'aujourd'hui, je solde tout mon patrimoine, je le mets tout en bourse, et puis je fais une règle des 4%, je prends 4% par an et je vis la belle vie. Quand ton patrimoine prend moins 25%, moi, je suis content qu'aujourd'hui, la bourse, ça représente que 25 ou 30% de mon patrimoine, parce que le patrimoine global, il se prend qu'à un moins 7% à ce moment-là, tu vois. Il y a quand même une notion de construction, puis je pense que c'est vraiment une vue de l'esprit de te dire je bombarde pendant 10 ans et après je fais plus rien. Je pense que je me ferais vraiment chier, en vrai. Et quand t'aimes construire, quand t'aimes aussi apporter de la valeur, intellectuellement, c'est hyper intéressant d'aider les autres, tu vois. L'année dernière, j'ai fait peut-être ma plus grosse formation solo, que j'ai appelée arbitrage de patrimoine. Là, tu sais, tu l'as fait pour te faire plaisir, une formation comme ça, parce que le nombre de gens que ça concerne et c'est tellement niché que moi, je me fais plaisir. Une formation de 8 heures,
et où je rentre dans les détails de tout ce que j'ai fait, je le documente avec mon parcours, je montre mes vrais chiffres, les immeubles que j'ai arbitrés, comment je les fais, ma vision des choses, tu vois, un peu ce dont on a parlé, création de capital avec l'IMO, passage dans la bourse, passage dans la crypto. En fait, tu fais pas ça aujourd'hui, si tu veux gagner de l'argent, tu fais pas ça pour ça. Je peux t'en parler, hein, tu vois, j'ai fait 20 000 euros avec cette formation. Mais aujourd'hui, je préfère diviser n'importe quel immeuble de la plaine, je vais travailler 10 fois moins et je vais faire 70 000. Bah alors pourquoi je le fais? Mais parce que intellectuellement, c'est trop intéressant de tout ce que j'ai dans la tête. Et puis si je le donne pas aux gens, moi, il n'y a aucun monde où je me filme pendant 8 heures à parler de ça, tu vois. Ouais, on est d'accord. Mais c'est ça qui est passionnant, c'est que le fait finalement d'investir, d'entreprendre, d'avoir après des revenus qui viennent de son travail, en fait, en vérité, c'est vrai qu'on peut continuer à travailler derrière, mais c'est un travail où il y a du sens. Quand il y a du sens, quand on est aligné, quand ce qu'on fait, on aime le faire, il n'y a pas tant de différence entre faire ça, effectivement, être avec des amis, être en vacances, tout est bien en fait. Ah oui. Et c'est ça qui est très positif, c'est que finalement, le travail fait partie de la vie. Moi, je suis issu d'une famille d'agriculteurs. On avait toujours dit, le jour où mon grand-père arrête de travailler, ça sera terminé. Et ça n'a pas manqué. Ouais. Le travail, quand on est aligné sur ses valeurs, le sens, et qu'on aime ce qu'on fait, on peut le faire toute sa vie en vérité. Moi, je ne me vois pas typiquement arrêter, même à la retraite, ce que les gens appellent la retraite à 60-65 ans. Je pense que je ferai toujours des projets qui m'animent, pour différentes causes, pour différents projets, mais en tout cas, être toujours en mouvement, c'est comme faire du sport en fait. Oui. C'est comme faire du sport. C'est ce qui permet d'être vivant, c'est ce qui permet de se sentir pleinement là où on est aujourd'hui. Mais je te rejoins complètement. Tu sais, quand tu vois Charles Gave qui fait encore des podcasts à, je sais pas quel âge il a, 85 ans. Le mec, il pourrait être sur une plage et arrêter. Mais ça fait des dizaines d'années qu'il pourrait arrêter. Puis tu vois, moi, mes mentors, les gens qui m'ont formé dans le marchand de biens, qui étaient mes anciens clients quand j'avais ma boîte de travaux publics, j'ai encore visité des OP avec eux, ils avaient 75 ans. Ils sont blindés full aux as par les rois, tu vois, c'est des patrimoines de plusieurs dizaines de millions. Et ils viennent encore visiter des maisons à diviser pour gagner 100 000 euros. Et je veux dire, c'est dérisoire par rapport à ce qu'ils génèrent, ne serait-ce qu'en loyer ou en revenu passif. Mais pourquoi ils le font? Parce que c'est ça qui les anime. Être avec quelqu'un qui a 40 ans de moins que toi, aller au resto, se promener en voiture, parler de la pluie et du beau temps, rigoler, raconter des conneries. En fait, l'IMO, après, c'est un prétexte. Bien sûr, exactement. Exactement. Du coup, ça fait la transition sur tes activités, on va dire, d'accompagnement où tu aides les gens dans différents domaines. Toi, tu as la double casquette, c'est ça qui est très intéressant, je trouve. À la fois l'IMO, la technique, les actifs, l'investissement, mais aussi le développement personnel. Ouais. Et il y a de nombreux liens entre les deux potentiellement. Complètement, c'est sûr et certain. Qu'est-ce qui a fait que petit à petit, tu as proposé d'aider les gens autour de toi? C'est parce que finalement, vendre des produits dans ces domaines-là, c'est aider réellement. C'est la volonté d'aider les gens en fait. Qu'est-ce qui a fait que t'en es arrivé là? Tu aurais pu faire ton petit chemin de ton côté. Ouais. Quand on te demande de dire bon non, je suis investisseur, mais voilà, j'achète des apparts. Non, toi, tu as voulu t'exposer. Ouais. Qu'est-ce qui a amené cette exposition? J'aurais tellement de réponses à te donner. Tu vois, moi, j'ai toujours aimé le théâtre. Alors, ça ne veut pas dire que je joue un rôle sur les réseaux. Les gens qui me connaissent, puis j'ai tellement fait de podcasts d'1 heure à raconter ma life que les gens savent un peu qui je suis. Mais quand tu fais du théâtre, t'aimes te mettre en scène, t'aimes te mettre en avant, partager avec les gens, leur apporter quelque chose, les distraire. Tu vois, moi, j'ai beaucoup joué des pièces de théâtre. Et quand les gens viennent te voir à la fin et te disent « J'ai eu une journée de merde et pendant 1h30, vous m'avez fait tellement rire, j'ai tout oublié. » Pour moi, je te jure, ça me mettait des frissons. J'étais tellement heureux de me dire ce gars, il avait une journée de merde. Je ne sais pas comment ça va dans sa vie, mais au moins pendant 1h30, il n'y a plus pensé, tu vois. Et aujourd'hui, tu vois, j'avais toujours le théâtre avant les événements de 2020 et les confinements. Et j'avais appris toute une pièce qu'on n'a jamais pu jouer. Et ça a eu un peu raison de ma passion pour le théâtre. Alors, je suis toujours passionné, j'aime toujours ça, mais à cette époque-là, ça m'avait blasé. Et c'est là où j'ai commencé le podcasting. Et au début, je ne me filmais pas, c'était juste de l'audio. Mais j'ai retrouvé ce lien aussi. Et ce fait, avant, avec le théâtre, j'aidais les gens en les divertissant. Et là, avec mes compétences, ce que j'avais appris, j'avais l'impression de pouvoir vraiment les aider. Et puis, si tu veux, j'avais quand même cette vision de me dire, j'ai réussi, oui, financièrement, professionnellement,
mais j'ai quand même laissé un modèle de famille qui était important pour moi au départ. Alors, il y a eu plein d'autres raisons qui ont fait que je me suis séparé, mais c'est quelque chose que j'ai raté, ça. Et je me suis dit, j'avais vraiment l'impression que c'était un putain d'échec, tu vois. Et en fait, ma vie a tellement été incroyable derrière que j'en ai fait quelque chose de bien de tout ça. Et aujourd'hui, j'ai une femme qui partage ma vie qui est merveilleuse et c'est grâce à elle aussi que je peux faire tout ça. Et mes enfants sont très heureux. J'ai fait les choses différemment. Et je voulais aussi porter cette voix-là, tout ça n'ait pas servi à rien, tu vois. Et en me disant, s'il y a des gens qui sont en train de construire leur patrimoine, qui souffrent, qui se disent, je suis toujours sur mon chantier, je suis pas avec mes gamins, qu'ils aient la voix de quelqu'un qui lui dise, attends, lève la tête du guidon, t'as peut-être pas pensé à ça, il y a peut-être cet effet de levier-là que t'as pas vu. Finalement, tu peux peut-être prendre quelqu'un pour tes travaux, mais tu auras plus de temps. Et à retrouver un équilibre. Et tout ça, ça me rend aussi très heureux, tu vois. On pourra parler de ce que je fais en PNL peut-être, mais en PNL, on utilise un outil qu'on appelle le tableau des besoins. On part du principe que tu ne peux pas être heureux dans ta vie en tout temps et en tout instant si tu ne réponds pas à tes besoins. Donc c'est un vrai travail introspectif de se dire, quand je fais des actions dans la vie, à quels besoins je réponds. Et au milieu de ce tableau, la colonne du milieu, c'est la colonne des besoins intellectuels. C'est apprendre, comprendre, transmettre. Et moi, ce besoin de transmission, je l'ai vraiment, tu vois. Je me dis, le jour où je serai plus là, le plus tard possible, mais au moins je serai content si j'ai aidé plein de gens. C'est aussi ma façon de rendre, tu vois, ce que moi j'ai reçu. Bien sûr, dans mon parcours, il y a beaucoup de travail, mais il y a aussi de la chance. Il y a des rencontres. Je ne pouvais pas tout maîtriser. Je n'aurais pas pu écrire tout le plan. Et donc, j'ai l'impression de rendre aussi aux gens. Alors, bien sûr, je ne le fais pas gratuitement. Bien sûr, oui, ça coûte un peu d'argent. Et c'est aussi rendre service aux gens, de les faire payer, parce que quand tu es tapé au portefeuille, tu t'engages aussi. Mais donc, je ne le ferai pas gratuitement. Mais en tout cas, ce qu'on fait, c'est pareil pour toi. C'est pas la poule aux œufs d'or qu'on croit, hein, Internet, hein, où tu dis, je vais faire une formation, je vais la tourner une fois, je vais en vendre pour 1 million d'euros. Ça, non, puis en plus, moi, je suis parti sur l'accompagnement privé, donc c'est l'opposé. C'est difficile. Tu as des charges, tu as des Bien gens. sûr. Donc, oui, tu peux gagner de l'argent avec ça, mais si tu n'es pas passionné, si tu n'es pas animé, ça ne durera pas des années. On est bien d'accord. Est-ce que tu dirais que par rapport au moment difficile que tu as vécu, j'inclurais peut-être même le burn-out, qui est vraiment un élément difficile, est-ce que tu dirais que c'est plutôt pour toi une force ou plutôt quelque chose qui t'a freiné dans ton parcours au final, si tu prends du recul aujourd'hui sur tes 20 dernières années? Ça m'a freiné un moment, forcément, par la force des choses. Quand tu te retrouves diminué déjà physiquement par les douleurs, que tu as l'impression que ton monde s'écroule. Mais je pense que j'avais cette résilience en moi, que j'ai toujours eue. Et je ne voulais pas que ça se termine comme ça. Mais j'ai vraiment pris le temps, tu vois, de me relever et de comprendre. Mais aujourd'hui, ça a été une force parce que, mine de rien, tout est né de là, finalement, tu vois, de ce burn-out, de cette remise en question et même de cette séparation, parce que avec la personne avec qui j'étais, j'aurais jamais réalisé tout ce que j'ai réalisé derrière, tu vois. Donc, il y a un proverbe de sagesse chinoise qui dit ça, que tu sais jamais si une chose, c'est un mal ou un bien. Il peut t'arriver quelque chose. Donc, c'est l'histoire d'un paysan, son fils se casse une jambe. C'est dramatique parce qu'il peut plus aller au champ. En fait, le lendemain, la guerre est déclarée. Et comme il a la jambe cassée, il peut pas aller à la guerre. Donc, finalement, c'est se casser la jambe qui l'a sauvé, tu vois. Et moi, j'aime bien toujours avoir cette philosophie-là, voir les cadeaux cachés, tu vois. C'est de la PNL, hein. Est-ce que le verre, il est à moitié vide ou à moitié plein? C'est un vrai choix de voir qu'il est à moitié plein. Et donc, je me dis que ce parcours-là, c'est sûr que c'est le point de départ de cette remise en question. Et j'ai pris un tournant radical. Enfin, je le dis tout le temps, mais depuis 2018 que j'ai lâché mon ancien job, pour moi, ma vie, c'est un conte de fées, tu vois. C'est du travail, mais enfin, j'ai reçu 100 fois plus que ce que ça m'a coûté, quoi. Ouais, ok. Trop bien. Par rapport au temps présent, on est en France. Est-ce que tu penses que... déjà, est-ce que tu te vois encore en France dans 10 ans? Est-ce que Anthony Poncet sera encore en France dans 10 ans? Et pourquoi? C'est une vraie question, hein. C'est une vraie question que je me suis posée de toutes plein de fois. J'aime vraiment la France, j'aime vraiment le pays. Tu vois, pour moi, la France, c'est différent de la République, tu vois, aujourd'hui. Et oui, il y a plein de choses qui vont pas dans le système actuel, la façon dont il est fait.
nos impôts, on ne sait pas vraiment où ils partent. On a un État qui est obèse. Il y a objectivement des détournements de fonds, de l'argent qui disparaît. Et d'un côté, ça me fait gerber et je me dis qu'en payant mes impôts, je continue d'alimenter aussi ce système-là. Et il y a aussi une autre réalité dans laquelle je choisis d'évoluer, c'est que on dit toujours que la beauté, elle est dans l'œil de celui qui regarde. Et tu vois, quand tu coupes un peu ta radio, quand tu coupes ça, quand tu fais aussi... c'est pas faire l'autruche, mais c'est choisir de voir ce qui est chouette. L'architecture qu'on a en France... Alors, je suis allé à Dubaï et j'ai beaucoup aimé, mais j'avais l'impression d'aller à Disneyland. J'ai trouvé ça génial. Mais moi qui aime l'architecture, quand je vois les églises qu'on a, tous les monuments, les bâtiments qu'on visite, l'histoire qu'il y a, moi, la France, elle me régale à chaque instant. Je fais du cheval, je fais du vélo, je vais dans mes monts du Forêt. Et vraiment, j'adore vivre ici. Donc, je me dis, c'est un vrai choix, tu vois. Je décide de ne pas subir la France et ses impôts. Je me dis, pour profiter de ce cadre-là, eh ben oui, je choisis pour l'instant, de payer ça. Et tu vois, j'ai des filles donc bientôt 17, bientôt 16 et bientôt 18 ans. Et les enfants, c'est un autre sujet, du coup. Exactement. Et je ne me voyais pas partir et laisser mes enfants ici. Ou partir et les voir 2 fois par an, tu vois. Pour moi, c'était important d'avoir mon rôle de père jusqu'à ce qu'elles soient vraiment adultes, majeures et qu'elles partent de la maison. Alors, elles ont la bougeotte comme leur père, tu vois. La grande, elle passe son bac cette année, l'année prochaine, elle part 1 an aux USA. Donc, elles sont déjà... Puis, je les ai bien mis au pli sur le voyage, donc elles aiment ça. Mais je ne sais pas où elles vivront, tu vois. Et surtout, je ne leur ai pas mis de barrière et je leur ai... Vraiment, je fais en sorte qu'elles puissent choisir leur vie et choisir où elles veulent vivre. Je me laisse quelques années, tu vois. 10 ans, c'est long, hein. Je sais déjà pas où je serai dans 5, mais je veux attendre de voir où elles évoluent, où elles décident de s'installer. Mais bien sûr, je me laisse le droit de partir dans quelques années. J'aime bien aborder ce sujet parce que c'est quelque chose qui revient souvent. C'est des échanges qui viennent même dans les repas entre amis, qu'on n'avait pas forcément il y a 10 ans. C'est ça qui est assez intéressant à analyser. Moi, j'ai été assez tourmenté par ce sujet, peut-être même... plus que nécessaire, il y a 1 an ou 2, où c'était un peu la mode de partir à l'étranger. On fantasmait aussi peut-être aussi des destinations, Dubaï, Bali, le Mexique, peu importe. Et moi, j'ai trouvé un peu mon apaisement par rapport à tout ça, en me disant que aujourd'hui, effectivement, j'ai la chance aussi, un petit peu comme toi, d'être dans un cadre privilégié. C'est vrai qu'on peut filtrer les informations. Les médias, par exemple, évidemment, c'est toxique au plus haut point. Et on peut quand même avoir une vie qui est très, très intéressante. Évidemment, la famille, ça compte. Et moi, là où j'ai trouvé mon apaisement, c'est de me dire que je continue à travailler aujourd'hui pour développer mon patrimoine, l'avenir de ma famille, mes enfants compris, et je me laisse cette possibilité, un petit peu comme toi, de me dire, on réévaluera la situation en fonction de l'évolution. Évidemment, il y a l'inertie dans la politique, hein. Les décisions d'aujourd'hui donneront un impact dans 10 ans, donc, et on voit que ça va encore pas dans le bon sens. Non. Donc, il y a quand même un monde où qui est la probabilité la plus importante que ça aille pas dans le bon sens. Néanmoins, je me suis un petit peu apaisé en me disant que ça reviendra, et c'est le titre du coup d'un de tes actifs, c'est d'avoir la liberté en fait. Ouais. Et de savoir qu'on peut, ça change tout. Exactement, pas se mettre ces barrières-là. Et puis tu vois, choisir de se focaliser sur le bon, hein. J'ai beaucoup d'amis, essentiellement des infopreneurs, mais tu vois, qui sont partis, et justement comme tu dis, peut-être un peu idéalisés. Et en fait, quand tu mets tout bout à bout, il faut un niveau de revenu qui est vraiment conséquent, avec une régularité qui est conséquente. Et aussi des gens qui sont partis à l'étranger. Quand tu continues à conseiller des Français en immobilier depuis Dubaï, il y a aussi, avec le temps, une petite fracture qui se crée et des gens qui ont vu aussi leurs revenus ne plus être ce qu'ils étaient quand ils étaient en France, un peu plus proches de leur communauté. Et je me dis aussi, ce que me dit mon avocat fiscaliste, que tu vois, le fait que tu sois tellement taxé quand tu prennes de l'argent, moi finalement, je prends juste ce que j'ai besoin pour vivre et le reste, forcément, on le met dans la holding, on fait d'autres investissements. Et j'ai peut-être développé un patrimoine beaucoup plus conséquent finalement que celui que j'aurais développé si on n'était pas tant taxé. J'aurais monté mon niveau de vie, j'aurais dépensé plus. Bien sûr. Donc l'un dans l'autre. Et tu vois, encore une fois, au 15 avril, on achète encore un petit immeuble. On emprunte 205 000 €. Je mets 8 000 balles d'apport.
Donc, tu vois, c'est dingue, quoi. Je me dis, on a un levier bancaire qui est incroyable. Bien sûr, le levier bancaire, bah, c'est ce que je disais. J'ai acheté un appartement à Dubaï pour plein de raisons. Et on se rend compte en voyageant, en partant, et qu'il y a aussi des avantages en France. Évidemment, le levier bancaire, quand on reste en France et on voyage jamais, on a l'impression que c'est un dû. Bien C'est un sûr. peu comme la Sécu, en fait. Mais c'est ça. On pense que c'est ça, automatique, que exactement. dans tout le monde entier, c'est comme ça. Non, moi, à Dubaï, j'ai dû envoyer des virements à plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois Eh oui. pendant un certain nombre de mois. Et c'est comme ça. Et c'est peut-être d'ailleurs, ça fait un peu lien avec ce qu'on disait avant, c'est peut-être une leçon à en tirer, c'est que ça soit sur l'investissement, entre choisir l'IMO, la bourse, la crypto, ou savoir si on vit en France ou à l'étranger, apprenez à avoir de la nuance. C'est-à-dire que c'est pas tout rose d'un côté et tout noir de l'autre. Il y a des nuances, c'est-à-dire que chaque classe d'actifs a des avantages et des inconvénients. Rester en France a des avantages et des inconvénients. Partir à l'étranger, ça a des avantages et des inconvénients. Et quand on entend des personnes qui vendent quelque chose, effectivement, parfois, ils vendent une seule solution et on a l'impression qu'il n'y a que ça. Ouais. La vie, c'est aussi un équilibre, c'est aussi accepter des choses parfois où on accepte de prendre le bon et le moins bon. C'est exactement ça. Tu peux pas prendre que les meilleures choses. Et moi, aujourd'hui, tu me mettrais en Andorre à 8 heures de route de chez moi. Alors oui, j'aurais tout mon argent pour moi, pas d'impôts. Est-ce que ça me rendrait vraiment plus heureux foncièrement? Oui, je pourrais m'acheter une voiture qui est peut-être plus belle que celle que j'ai. Est-ce que ça me rendrait vraiment plus heureux? J'aime déjà bien ma voiture. Tu vois, je suis pas sûr que plus ça rende toujours plus heureux, tu vois. Et j'essaye de faire attention, à ça et ouais, pas me leurrer, tu vois, ou courir après des chimères. Ouais. Avant de conclure, Anthony, déjà merci d'avoir pris le temps de répondre à mon invitation. C'était vraiment un plaisir de pouvoir échanger avec toi. Avec un grand plaisir. Puis on se reverra sur mon podcast, sur Une vie de liberté. Avec plaisir. Tu viendras me raconter tout ça, toi aussi. Avec grand plaisir. Avant de conclure, est-ce que tu aurais, qu'est-ce que tu pourrais dire à un investisseur qui est débutant, qui est un petit peu dans cette phase, tu sais, où tu navigues un peu sur Internet, tu lis tes premiers livres, ton premier Père riche, Père pauvre, l'autoroute du millionnaire, peu importe. Tu es dans cette phase un peu où, d'un côté, tu vois qu'il y a possibilité de faire quelque chose, tu écoutes des podcasts. Ouais. Et de l'autre, tu as ton entourage qui est dans le monde classique et qui ne comprend pas. Et donc, tu es dans cette phase un peu entre deux. Tu te dis, j'ai l'impression qu'on peut s'en sortir, devenir libre, avoir une vie qui a du sens. Et d'un autre côté, je vois qu'autour de moi, personne ne le fait. Qu'est-ce que tu dirais à cette personne qui est dans cette position avant de conclure? Que quand tu découvres tout ça, tu te rends compte que la marche, elle peut être haute aussi. Et te dire combien de temps ça va me prendre, combien d'énergie. Et un peu avoir peur. Mais tu vois, monter une montagne, ça se fait un pas après l'autre. Et puis à un moment, tu te retournes et tu vois que tu as bien avancé. Donc, c'est d'avoir de la régularité, mais de commencer. Commencer petit. Si tu rentres par le biais de la bourse, ouvrir un PEA, commencer à acheter ses premiers ETF avec 50 € par mois. Mettre le pied à l'étrier, commencer. Si c'est par le biais de la crypto, ouvrir un compte crypto ou acheter une ledger, commencer à acheter ses premiers 50 € de Bitcoin pour avancer. Et si tu le découvres par le biais de l'immobilier, commencer petit. Le premier investissement, c'est celui qui va donner la confiance aussi, donc il ne faut pas se rater. Et alors nous, on est peut-être un peu biaisé parce qu'on est à la campagne, ou en tout cas en province, où tu peux trouver des studios à entre 40 et 60 000 €. Mais déjà, juste commencer par un invest comme ça, tu le fais, même faire tes travaux un peu tout seul, faire ton état des lieux tout seul, faire rentrer ton locataire, rentrer tes premiers loyers et te rendre compte que tu es en cash flow positif, même si c'est 10 balles, c'est là où tu prends confiance, où tu te dis, bon, en fait, je suis capable de le faire. Donc, si je suis capable de le faire une fois, je peux itérer, scaler et le faire. Et puis surtout, s'entourer. Voilà. Trouver des mecs qui pensent comme vous. Si vous vous sentez un peu seul en famille, si c'est un petit peu difficile parce que vous n'osez pas en parler ou que vos proches, ils ont peur pour vous et qu'ils n'arrêtent pas de vous dire, tu vas pas t'en sortir, ça va pas marcher, tu vas te ruiner. S'entourer de gens qui ont vu la lumière aussi et qui ont envie de faire la même chose. Moi, ça a changé ma vie. C'est de l'entourage. Si j'ai réussi, c'est grâce aux gens qui m'ont entouré. C'est sûr. Merci beaucoup, Anthony. Merci Florian. À très vite. Merci à toi.